Alors, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission, cette nouvelle intervention, chers amis traders, au sujet donc de la différence entre l'investissement, le placement et également la spéculation. Donc, il y a donc une nuance majeure de taille à faire. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'enregistre donc cette petite intervention pour me prononcer là-dessus. Ici donc François Ablé, Frank Belfort, donc pour ceux qui me suivent sur TradingView, d'accord. Et puis également, vous pouvez retrouver donc mes activités avec le GSTA à travers les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube. Euh, c'est pas mal les plus populaires. Où vous avez également aussi des fois, je fais des interventions, je poste souvent des trades sur Instagram, Pinterest ou bien aussi des interventions sur Periscope, d'accord? Donc, bon, ce sont des réseaux sociaux que j'utilise de manière alternative, mais généralement pour me retrouver sur YouTube et puis sur Facebook, d'accord, pour les différentes activités que vous connaissez avec le GSTA, d'accord. Donc, pour ceux qui veulent s'intéresser aussi à des séances de coaching, de monitorat, également des one-on-one comme on dit, ou aussi des formations, d'accord, formations complètes. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil sur le site www.globalstreettrader.com. Vous avez aussi sur le site web, il y a une rubrique où c'est marqué donc questions pour un trader. Donc il y a des questionnaires qui sont là, il y a des quiz. Vous rentrez votre nom, votre email, et puis ensuite vous pouvez donc faire des quiz pour tester vos connaissances financières, d'accord? Alors, ce soir, donc, dans le cadre de notre émission donc, du vendredi, je souhaite donc me prononcer sur la différence qu'il y a entre, ou la différence qu'on doit faire, qu'on doit établir entre un investissement et une activité spéculative, donc le trading en l'occurrence, et également les placements, d'accord? Les placements qui sont souvent utilisés on va dire, chez les personnes en âge d'or, d'accord? En fait, c'est une question de sécurité financière, d'accord? Quand on parle de placement, c'est vraiment en ce qui concerne la sécurité financière. Quand on parle de sécurité financière, bien entendu, c'est en fait pour classifier on va dire, ce type d'investissement approprié. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, vous comprenez? Les risques ils sont plus atténués que dans le cadre de l'investissement, où on peut dire que on peut dire que le risque est modéré. Et puis dans le cadre donc de la spéculation ou du trading où le risque est élevé, donc l'activité dans laquelle vous et moi, nous sommes, d'accord? Donc, à ce sujet-là, il est très simple de distinguer la différence, d'établir une différence, donc distinguer le trading, l'investissement et aussi le placement, d'accord? Je vais commencer d'abord par le placement, d'accord? Les placements boursiers, on peut parler de placement boursier ou on peut parler de placement tout court, d'accord? Mais généralement, un placement financier, donc un placement financier quelconque, c'est un véhicule dans lequel c'est-à-dire c'est un véhicule, c'est-à-dire un produit d'investissement qui est généralement créé par une banque, d'accord, établi par une banque, ou bien par un fonds d'investissement qui est adossé à d'autres compagnies qui gèrent beaucoup d'actifs, d'accord. Généralement, on parle de placement quand on a bien sûr dans le cadre des assurances, des assurances vie ou bien des assurances capitales, d'accord. Vous avez donc ce genre de placement de véhicules financiers. Vous avez aussi, on parle aussi souvent de placement quand on parle d'investissement. Bon, de base déjà, un placement est un investissement, mais un investissement n'est pas un placement, d'accord. Donc, c'est la différence et la nuance qu'il faut faire. Mais quand on investit ou bien quand on fait un placement financier, on investit, mais avec un très, très, très retour sur investissement, un très, très faible rendement, d'accord, parce que on est plus, disons, averse au risque, d'accord, on est moins tolérant. Donc, dans ce cas-là, si vous avez par exemple 1 million de dollars, d'accord, j'en ai vu assez souvent quand je faisais un peu de gestion du patrimoine, il y avait certaines personnes fortunées qui préféraient plutôt acheter des bons du trésor, d'accord, les obligations d'épargne, qu'on appelle ça souvent les OEC, obligations d'épargne du Canada, donc des véhicules d'investissement qui sont composés à 80% des fonds obligataires ou
on va dire des bons du trésor, donc les bons émis par le gouvernement avec échéance 20 ans, échéance 30 ans, dépendamment de l'objectif que la personne vise, d'accord? Et ce sont des véhicules d'investissement qui sont souvent dont les gens peuvent hériter, d'accord? C'est-à-dire la personne achète un titre de participation ou achète, on va dire, investit avec un véhicule financier comme par exemple une fiducie. Il achète donc des bons du trésor ou voilà, une participation des bons du trésor avec des coupons, un taux coupon, c'est-à-dire le montant d'intérêt qu'il va percevoir. C'est établi en fonction de l'échéance, donc ça peut être sur un trimestre, ça peut être sur par exemple par semestre ou des fois annuel, d'accord? Donc il va percevoir donc ce montant-là, ça peut être aussi bi-hebdomadaire aussi, donc chaque 2 semaines. Donc il peut percevoir, on va dire, le rendement de cette obligation d'épargne est de 8% par année, par exemple. Et donc, il va percevoir 2% par trimestre, d'accord? Donc, il va recevoir donc, les paiements par trimestre, donc 2% de 1 million, il va percevoir 20 000 $, d'accord? Donc, généralement, les personnes âgées qui ont souvent beaucoup accumulé dans leur vie, et qui, à la retraite, veulent vivre, on va dire, une retraite dorée et qui sont un petit peu malignes. Donc, ces personnes âgées-là vont investir dans les obligations d'épargne du Canada, d'accord? Ou alors acheter d'autres produits financiers, ce qu'on appelle aussi souvent des REIT, donc des Real Estate Investment of Trust, donc c'est-à-dire ce sont des véhicules financiers, des placements financiers qui sont bien sûr adossés à des actifs immobiliers, donc qui sont gérés par des sociétés cotées en bourse ou aussi des sociétés, on va dire, qui sont gérées c'est comme des sociétés en commandite, c'est-à-dire que plusieurs gros investisseurs vont créer, par exemple, souvent on voit ça avec les ETF, donc les Exchange Trading Funds ou les fonds négociés en bourse. Donc ça peut être un conglomérat d'investisseurs qui vont placer de l'argent et donc ce conglomérat de personnes-là peuvent créer un produit financier dans lequel les particuliers, en accord avec quelques banques, peuvent permettre ou donner la possibilité aux personnes d'investir dans ce fonds-là, d'accord? Donc, les fiducies, les assurances vie, les assurances capitales, on va dire, les obligations d'épargne et tout ça sont des placements financiers, d'accord? Donc, qui offrent du 6%, du 8%. Des fonds mutuels, donc mutual funds, ce que aussi souvent en France, vous avez souvent les livrets A, d'accord? Et puis aussi d'autres véhicules comme des SICAV et tout ça. Donc ça, c'est plus des placements. Après, vous avez maintenant ce qu'on appelle les investissements. Donc, un investissement, ça peut être par exemple vous placez de l'argent, vous investissez de l'argent dans une compagnie, donc vous détenez l'action de la compagnie en tant que vous êtes actionnaire, vous êtes shareholder, donc vous avez donc une partie ou un titre participatif de la compagnie, donc vous allez recevoir des informations concernant les assemblées générales, vous allez avoir les états financiers et ainsi de suite. Donc là, c'est un investissement parce que quand on parle d'investissement, le degré du risque est, on va dire, modéré. On peut aller chercher du minimum du 12 à 40%, d'accord? Donc ça, c'est selon ce que demandent des études, d'accord? Donc de manière statistique, un placement peut offrir un rendement entre 5 à 10%, ça c'est un placement. Vous avez donc les investissements qui peuvent offrir des rendements entre 12 à 40%, d'accord? Donc, investissement dans une entreprise, investissement dans une start-up, d'accord? Aussi, acheter à travers un broker une action, soit en futur ou bien une action on va dire, j'ai rarement vu en CFD parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui investissent dans des CFD pour détenir des CFD pendant longtemps, mais généralement c'est avec les actions, voilà, avec les actions ou avec aussi les débentures, d'accord? Donc les débentures, ce sont les bons obligataires privés qui concernent seulement soit des provinces, des mini-États
ou des compagnies privées, d'accord? Et là-bas, le risque est un petit peu élevé, modéré, parce que ça dépend en fait de la crédibilité de l'institution ou de l'entité hein, à laquelle vous faites face, d'accord? Si on sait qu'on va dire par définition, certains États ne peuvent pas faire faillite, d'accord? Ou bien certaines compagnies sont trop grosses pour s'effondrer, alors si elles émettent des débentures dans le cadre d'une activité, dans le cadre d'une offre publique d'achat où elles cherchent de la liquidité, certains investisseurs vont acheter des obligations participatives qu'on appelle souvent des débentures. D'accord? Donc, c'est comme l'entreprise se porte garant pour, en ce qui concerne donc, le crédit qu'elle se voit octroyer par les investisseurs publics. D'accord? Ensuite, vous avez donc le trading, donc l'activité spéculative que nous faisons. Donc, le day trading actif, où on va chercher, bien sûr, on spécule donc sur les différents marchés financiers. Ça peut être aussi du day trading avec des produits à fort effet de levier, comme par exemple les options. N'oubliez pas qu'une option, c'est équivaut à 100 actions, d'accord? Donc, ça va très, très vite. Donc, les options, on va faire aussi les forward contracts, donc forward contracts et puis les futures contracts, d'accord? Vous avez aussi donc vous avez aussi les swaps, d'accord, comme les CDS, d'accord, les Credit Default Swap, ce sont des produits très avancés qu'on travaille avec lesquels on travaille dans la salle de marché. Il y avait aussi les warrants, donc vous avez, ou les turbos et ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup de produits à fort effet de levier, des produits financiers, dans lesquels vous pouvez les utiliser pour décupler vos capitaux assez rapidement, d'accord. Donc le trading en l'occurrence, donc cette activité spéculative, peut offrir des rendements infinis, d'accord? C'est-à-dire, les rendements sont basés sur votre performance. Il y a des gens qui peuvent faire 500% l'année. On a déjà vu des gens qui font aussi 1000%, d'accord? Même récemment, on a vu quelqu'un qui a fait, je crois, 2200%, d'accord, en 3 mois. Bon, même si ça reste quand même discutable dans les conditions dans lesquelles il a fait, mais c'est le trading qui peut offrir de tels rendements, d'accord? Parce que là-bas, le risque est illimité, inchiffrable, et aussi les gains aussi, le profit est illimité, d'accord? Donc, chaque catégorie ou on va dire, chaque méthode pour gagner de l'argent a ses propres principes. Donc, si vous êtes investisseur, vous visez sur le long terme. Si vous êtes placeur, vous faites du placement, vous visez sur le très très long terme, d'accord? Parce que généralement, des personnes âgées qui sont en fin de vie, à 70-75 ans, vont placer donc, on va dire, 1 million de dollars pour leur progéniture dans une fiducie qui est, on va dire, qui est adossée à des coupons obligataires. Et lorsque cette personne âgée va décéder, ce sont on va dire ses proches ou bien ses enfants ou bien ses petits-enfants qui vont continuer de percevoir le rendement de cette fiducie-là qui est bien sûr déterminé par un certain montant qu'ils doivent toucher sur un certain nombre d'années. D'accord? Ça peut être du 2% par mois, ça peut être du 1% par bi-hebdomadaire, suite 30 ans et ainsi de suite. Eux aussi, quand ces personnes qui touchent vont décéder, elles vont aussi le léguer à leur personne et ainsi de suite, comme les assurances vie, vous comprenez? Donc, c'est le même cas, d'accord? Au niveau des investissements, c'est certainement pour faire de la gestion de portefeuille, pour faire de l'accumulation, pour voir un peu quel secteur performe en versus de d'autres, d'accord? Donc, s'il y a des actions qui ne sont pas bonnes, on les libère, d'accord? S'il y a des actions qui performent ou qui surperforment, on achète d'autres, on renforce. Et aussi, il faut toujours tenir compte de cette notion de diversification du risque, parce que c'est très important. Il ne faut pas toujours concentrer ces actions dans le même secteur d'activité, parce que si, en au cas où le secteur d'activité plonge, eh bien, c'est tout le portefeuille qui va avec, ok? Et puis le trading, bien sûr, c'est l'activité des traders. Donc, on achète, on revend chaque jour, matin et soir, on fait des profits rapides. Il y a aussi des traders qui sont basés en gardant des positions sur, on va dire, 2 jours, 3 jours, un peu comme dans mon cas. D'accord? Donc, je ne fais pas beaucoup de trading
quotidien, chaque jour, je peux prendre 1 à 2 positions maximum et souvent je peux les garder sur quelques jours, d'accord? Donc il y a ce type de personnes-là. Donc, mais nous faisons de la spéculation, d'accord? Nous ne sommes pas des investisseurs. Voilà. Maintenant, ça me permet donc de glisser un peu sur aussi un sujet également qui fait un peu beaucoup mouche. Bon, personne n'en parle parce que bien sûr ça arrange ceux qui n'en parlent pas, ça les arrange. Mais on constate que beaucoup souvent, des gens qui sont souvent sans emploi, des gens qui ont une difficulté sociale un peu discutable, un peu embarrassante, veulent faire du trading, soi-disant pour que le trading va les aider à sortir de leur situation, d'accord? Alors, en toute sincérité et en toute objectivité, je déconseille fortement toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou bien qui vivent d'aide sociale, qui sont au chômage ou bien qui ont des difficultés sociales, des difficultés d'insertion à faire le trading. Le trading, ici, on parle d'une activité à capital variable, d'accord? Quand on parle d'activité à capital variable, c'est différent de ce qu'on appelle les fixed income. Donc, les fixed income, c'est les revenus fixes, d'accord? Donc, les titres à revenus fixes sont différents des activités à capital variable. Quand on parle de capital variable, ça veut dire que le montant que vous allez gagner aujourd'hui n'est pas susceptible de se reproduire le lendemain, d'accord? Ce sont ça fluctue, d'accord? Aujourd'hui, je peux gagner 50%, demain, je peux faire du 200%, et puis après, demain, je peux faire une perte de 150%, vous comprenez? Donc, c'est vraiment assez aléatoire, de façon vraiment hasardeuse. Alors qu'au niveau des fixed income, qui sont généralement prisés par des personnes qui sont fortunées, parce que, évidemment, c'est intelligent de leur part de ne pas aller exposer 1 million de dollars ou bien 500 000 dollars sur les marchés financiers, qui préfèrent plutôt placer, parce que généralement, de manière intuitive, si vous placez 500 000 dollars chez un broker, ça veut dire que intuitivement, vous êtes prêt à perdre 500 000 dollars et ça ne va pas changer votre condition de vie, d'accord? Donc, je sais que ça fait rêver les gens de pouvoir spéculer avec 500 000 dollars pour faire des gains de 22 000, 23 000, 25 000 dollars par jour. C'est très amusant, très flatteur. Ça fait, comme on dit, son lifestyle, voilà, lifestyle trading. Et puis, voilà, on se la pète. Mais soyez réalistes, d'accord? Je vous connaissez ma position là-dessus. Je déconseille tout le monde, je déconseille à tous ceux et à toutes celles qui veulent bien entendre de ne pas aller mettre de l'argent 500 000 dollars chez un broker, d'accord? Parce que pour moi, un broker reste toujours un broker. Si vous avez beaucoup de capitaux, mieux vaut les sécuriser à travers, bien sûr, ce qu'on vient de discuter, à travers les véhicules d'investissement ou bien faire un investissement, c'est-à-dire vous achetez complètement une compagnie qui est à court de liquidité. Vous pouvez donc investir beaucoup d'argent dans cette compagnie et puis être le owner. Et quand cette compagnie va faire donc fortune, vous deviendrez encore ainsi assez riche, assez nanti, d'accord? Donc, ceux qui ont donc cette difficulté sociale à ne pas trouver de l'emploi, qui sont au chômage ou bien qui vivent d'aide sociale, ce n'est pas le moment de faire du trading, d'accord? Parce que le trading, c'est une activité à capital variable. Et on le voit souvent, un peu la malhonnêteté de certains formateurs, certains confrères qui donc s'amusent à raconter des blagues, des salades à des gens qui sont un peu en difficulté sociale aussi, et un peu aussi en difficulté psychologique, de leur faire croire que lorsqu'elles vont faire du trading, bien qu'elles sont au chômage, elles vont s'en sortir, que c'est la seule façon de gagner de l'argent. Votre priorité, c'est d'abord de régler vos difficultés sociales d'abord. C'est de régler, parce que le trading, c'est un métier, d'accord? Ce n'est pas une question de je viens, je tente un coup, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben basta, vous comprenez? Il faut que vous soyez en état, c'est comme un peu quand vous travaillez. Quand vous allez au travail, il y a des jours où les gens ne sont pas de bonne humeur, d'accord? Ils sont pas, on ne peut pas travailler avec eux. Ils sont soit fâchés, ils sont tristes. Et très souvent, on leur demande de retourner à la maison parce qu'ils ne sont pas en condition pour travailler. Ben, c'est la même chose. Quelqu'un qui a des soucis sociaux, des soucis de régler les difficultés de sa famille, de régler lui-même ses propres difficultés, si les enfants n'ont pas mangé, si lui-même n'a pas mangé, s'il n'a pas payé son loyer, et puis il va sur les marchés financiers. Vous voyez de l'état d'esprit. Quand on va sur les marchés, il faut que vous soyez libéré, zen, et que vous ne pensiez pas à autre chose. Donc, éviter les difficultés sociales, sentimentales, psychologiques et tout ça, d'accord? Il faut vraiment être à 100% pour exercer son métier. Donc, de la même manière, quand vous n'êtes pas en mesure de pouvoir
recevoir quelqu'un, vous n'êtes vraiment pas en mesure de devoir travailler, vous ne partez pas au travail, pourquoi vous voulez donc aller également sur les marchés financiers? Vous comprenez? Et imaginez-vous, vous touchez l'aide sociale, on vous paye, on va dire 1500 $ par mois. Et puis l'aide sociale, bien sûr, vous savez, ça dépend souvent, je crois que j'ai côtoyé des gens qui percevaient de l'aide sociale ici au Canada. Ils m'ont dit souvent, il y a des mois où on risque de ne pas te payer parce que ça dépend des différentes conditions. D'accord? Les conditions varient assez souvent, vous comprenez? Donc, il peut arriver des mois où tu ne perçoives pas ou bien que tu ne perçoives que par exemple la moitié, donc 50% de ce que tu dois percevoir. Et puis, imaginez-vous quelqu'un comme ça qui va sur les marchés financiers, il met 500 balles sur les marchés financiers et puis il perd de l'argent. Il perd l'argent sur les marchés financiers. Vous voyez, ça va vraiment l'aplatir encore, ça va le mettre KO debout et il ne pourra vraiment, il sera figé, il ne pourra rien faire parce que cet argent-là allait nécessairement servir à pouvoir contribuer aux dépenses quotidiennes de la famille, vous comprenez? Surtout quand même quand vous n'êtes pas seul, quand vous êtes seul ou quand vous n'êtes pas seul, il faut d'abord penser à régler votre situation. Donc, ici encore, j'évoque la dimension sécuritaire de l'activité financière. Quand vous êtes dans les difficultés financières, ce n'est pas le meilleur moment pour faire de la spéculation ni pour faire de l'investissement. Il faut d'abord sortir de cette impasse. Après ça, assainir vos finances, c'est-à-dire en mettant des budgets, on va dire des budgets très rigoureux, de sorte à épargner au moins, on va dire 10 à 20% de votre salaire quand vous allez trouver dans l'emploi. Et puis après ça, quand vous allez vous constituer un capital, là maintenant, vous pouvez maintenant l'investir, d'accord? C'est comme ça que vous faites pour décupler vos capitaux. Mais ce n'est pas au moment où vous êtes dans les difficultés financières, que vous n'avez pas d'emploi et tout ça, que vous devez vous intéresser au trading. Vous pouvez bien sûr toujours vous former parce que la connaissance, souvent, ça ne requiert pas d'argent. Il y a des gens qui se forment sans formation. Ils peuvent mettre 10, 15 ans, 20 ans, mais ils se forment, ils sont autodidactes, d'accord? Donc, la connaissance, ça, il n'y a pas de problème. Mais aller directement sur un marché financier, surtout quand on n'est pas formé, on ne travaille pas, on est au chômage, et puis on veut aller sur les marchés financiers, ça, vraiment, il faut éviter ça, d'accord? Il y a des gens qui vont vous dire, tentez votre chance, parce qu'eux, ils veulent vous piquer vos sous, tout simplement parce qu'eux, ils font du business, d'accord? Nous, ici, on ne fait pas de business, et d'ailleurs, on va, bien sûr, maintenant, on va filtrer donc, les étudiants c'est-à-dire qui ont des difficultés, de ne pas, donc, on va dire, les déconseiller de mettre de l'argent directement sur les marchés financiers parce que ce n'est pas une bonne chose à faire, comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, pour récapituler, donc, différence entre investissement, placement et puis spéculation. Placement, c'est vraiment à très, très faible risque, d'accord? Donc, très faible risque, donc très faible aussi rendement, d'accord? Donc, placement sécuritaire avant tout. Investissement, c'est modéré, donc voilà, c'est balance. Et puis, au niveau de la spéculation, c'est à haut risque, d'accord? Donc, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent en spéculant sur les marchés financiers, mais vous avez aussi la possibilité, beaucoup de possibilités aussi que vous ruinez, vous brûlez vos comptes, d'accord? Et ça, si vous n'êtes pas formé, malheureusement, il y a de très fortes chances que ça arrive, d'accord? Et puis, évitez de faire du trading ou de vous intéresser au trading quand vous êtes au chômage, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous êtes dans une difficulté sociale, même difficulté émotionnelle, difficulté, on va dire, psychologique, quand vous êtes au chaos, d'accord? Ne cherchez pas à faire du trading, cherchez plutôt à sortir de votre situation et puis maintenant, après, à revenir en forme pour pouvoir donc poursuivre votre aventure si cela vous tient à cœur. Merci encore d'avoir suivi cette petite intervention. Je crois que j'ai été assez clair et complet sur ce sujet, d'accord? Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant des pouces, des likes, en supportant
cette chaîne, cette plateforme où on donne donc la connaissance gratuite, la connaissance financière gratuite, et ça permettra aussi à ce qu'on nous montions plus dans les tendances et qu'on soit plus populaire, d'accord? Partagez là aussi, et puis ben, en le faisant, vous diffusez la connaissance, vous renforcez notre image, et puis aussi ça nous permet aussi de voir que vous aimez ce qu'on fait, donc ça renforce notre motivation à continuer plus, à vous fournir cette éducation financière, d'accord? Cette démocratisation de l'information financière. Alors, merci encore, passez un très beau week-end et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Merci, au revoir.